En virage cette semaine, on vous présente 3 véhicules Volkswagen Jetta que nous avons en studio. Marc nous parle de la BMW i5. Également, j'ai fait un essai très bref de la nouvelle 911 2025. On vous parle du Salon du camion lourd. On répond à vos questions et beaucoup de nouvelles de l'industrie. Tout ça à virage dans un instant. Virage Auto est propulsé par IA Assurance Auto et Habitation. Alors, plusieurs choses à l'émission aujourd'hui. Marc Bouchard, Jacques, bienvenue. Salut. Salut. Ça va bien? Ben oui, t'as bien, Daniel. Ouais. Alors, évidemment, on a 2 autos à parler d'entrée de jeu. Donc, BMW i5 que Marc vient juste d'arriver avec. Tout fraîche arrivée, cette nouvelle i5. On va en parler dans un instant. Mais avant, on va parler de cette Jetta de Volkswagen. On sait, on connaît la condition de Volkswagen présentement. On n'a pas beaucoup de choses à vendre. Mondialement, c'est pas très reluisant pour cette compagnie-là qui essaie de se trouver ou de se restructurer, je devrais dire. Et ça commence vraiment en bas de l'échelle jusqu'en haut. On a besoin de refaire nos devoirs du côté de chez Volkswagen. Mais si on regarde leur Jetta, belle, bonne, vieille Jetta qu'on a remaniée, mais qui fait le travail, cette Jetta-là. Absolument. Bien, en fait, oui, elle fait le travail parce que c'est une voiture qui n'a pas évolué beaucoup, effectivement. Bon, on l'a dit un peu hors d'onde en rigolant. On a perdu le plaisir de conduite en 2012, mais elle est quand même... C'est quand même une voiture qui fait tout à fait ce qu'elle a à faire pour pas trop cher. Évidemment, celle qu'on a en studio, il faut quand même le dire, c'est la version la plus haut de gamme. Si on va chercher les moins haut de gamme, les Trendline, entre autres, quand même beaucoup d'équipements, mais peut-être une conduite un peu différente. Les roues sont plus petites. Il y a vraiment une différence notable. Quand même, juste un seul moteur. Hein, c'est encore quand même le petit moteur turbo, 158 chevaux. Pas exceptionnel, mais tout à fait correct, surtout d'une grande économie. Hein? Sur autoroute, on fait à peu près 7 litres au 100 avec ça. Et en bas. Et en bas. Donc, ouais. c'est vraiment quelque chose d'assez facile à utiliser. Dans l'ensemble, c'est un véhicule qui est bien insonorisé, qui fait tout à fait le travail. On n'aura rien au superlatif avec une Jetta, mais on a une auto qui fait la job, comme on dit, et pour un prix raisonnable et surtout pour une consommation raisonnable. Donc, plus de manuel, ça, c'est probablement l'affaire la plus horrible que Volkswagen nous a enlevée. Pas d'hybridation, cherchez rien d'économique particulièrement en hybridation de ce côté-là, mais c'est un véhicule qui est homogène, qui est correct, qui est une petite entrée de gamme, et qui remplace allègrement ce que Volkswagen nous proposait comme entrée de gamme auparavant. Là. La Jetta, pour moi, on réalise que Volkswagen, finalement, ont des usines au travers le monde, dont la Jetta qu'on a ici, qui est construite au Mexique, à Puebla, au Mexique. C'est la 7e génération. C'est une génération qu'on a déjà présentée en 2018. Moi, je trouve que c'est des voitures qui vieillissent bien. Ça fait longtemps. Moi, je connais, j'ai quelqu'un, un de mes petits-fils qui en a une. Tu vas me dire qu'il y a la 2 portes, là, puis lui, il est allé planter un moteur là-dedans, super performant, avec des turbos, etc. Mais n'importe quelle Jetta que tu regardes, qui a été entretenue, c'est encore des voitures intéressantes. On dirait, comme un Golf, ça vieillit bien. Alors, moi, je trouve que c'est une voiture agréable, qui est quand même relativement solide. C'est une voiture qui paraît bien. Puis il y a des détails intéressants. Pour le 2025, par exemple, des petits détails au niveau des pare-chocs avant et arrière. Et tu regardes quand le capot ferme pour diminuer l'effet de turbulence devant. Bien, il y a un caoutchouc installé là qui est entre le capot et le pare-choc avant, de sorte qu'il n'y aura pas ce bruit-là qui va entrer dans l'habitacle. C'est une voiture qui a un nouveau tableau de bord, qui a une bonne intérieure, mais surtout des sièges confortables et larges. L'assise, elle est large. Pour le dossier, je trouve qu'il y a moyen de s'ajuster pour avoir une bonne retenue au niveau du corps.
Mais les gens se plaignent souvent d'aller essayer des voitures coréennes ou japonaises ou autres qui ont des assises étroites et courtes. Alors, si on veut asseoir un fessier un peu plus large comme moi là-dedans, bien, je me promène moins dans un véhicule comme ça. Au niveau du coffre arrière, c'est un coffre qui est spacieux. C'est plus spacieux que bien d'autres véhicules. Il y a un seuil de coffre, par exemple, qui est de à peu près 10 pouces, qui est assez élevé. Alors, de sorte que si tu veux sortir tes effets dans ce coffre-là, bien, tu vas devoir sortir du jus de bras aussi en même temps. Juste compléter pour le coffre, tu continueras après. Il faut rappeler que les banquettes, les sièges arrière s'abaissent. Oui. Fait que tu as encore plus d'espace. Notre ami Daniel, il a inséré ses bâtons de hockey. Puis il y a vraiment beaucoup d'espace. C'est surprenant. Oui. On prenait presque un pari tantôt à savoir qu'est-ce qui rentrait plus, ça ou un petit VUS compact. Oui, non, ben, je pense que tu étais aussi spacieux. Mais c'est un véhicule intéressant. Alors, moteur 1,5 litre, 158 chevaux, 184 livres pieds de coupe. C'est ça qui fait le travail. Et la boîte automatique 8 vitesses, bien étagée, ça fait le travail. Ça permet à des véhicules d'avoir des moteurs plus petits et de quand même être capable de se mouver facilement sur la route. Alors, suspension indépendante aux 4 roues, les suspensions aussi disques aux 4 roues, suspension molle un peu. Moi, je trouve que, vu que maintenant, les voitures, on a l'impression qu'ils viennent plus des États-Unis, ou adaptées, en tout cas, au niveau de ce que les États-Unis aiment comme conduite, on a des voitures qui sont plus molles. Moi, j'aime une voiture qui a un petit peu plus de caractère que ça. Et d'habitude, Volkswagen avait tout ça. Alors, c'est une voiture agréable. Si on veut aller plus haut, bien, il y a la GLI, qui est une voiture avec un moteur 2 litres plus performant, plus vigoureux. Peut-être une petite affaire plus solide au niveau de suspension, mais aussi peut-être un petit peu plus pas mal élevé cher. au niveau Pas mal du prix. cher. Ouais. Pas mal plus cher. Alors, moi c'est une voiture qui me plaît. Et je suis certain que les gens qui vont l'essayer vont toujours avoir leur surprise. Le prix, dans mon livre, à moi, est peut-être un peu trop élevé dès qu'on met un peu d'équipement. Oui, 36 000 et quelques dollars Ouais. pour le véhicule, évidemment, le plus haut de gamme qu'on a ici, mais ça commence à 28 000 quelques C'est dollars. 25 795 plus transport préparation. Fait que c'est ça. c'est 30 Donc, si 000 tu rajoutes transport préparation, moi, ce qui m'a impressionné, c'est la finition qu'on s'est améliorée et l'habitacle à l'intérieur. Surtout celui qu'on a là avec tout le système de climatisation, chauffage, que c'est tout à bouton à effleurement. Bloc instrument digital qu'on a, le fameux bloc instrument cockpit qu'on peut le moduler comme on veut. La qualité des matériaux de finition, c'est pas à la hauteur d'une Mazda 3, c'est pas le comportement d'une Mazda 3, mais pour faire de la route, cette voiture-là, moi, je l'ai trouvée stable sur la route, silencieuse Surtout. et confortable. Donc, tu fais de la grande route, tu te sens bien dans le véhicule, tu es en économie de carburant. À venir jusqu'à maintenant, au niveau fiabilité, on sait que c'est pas Volkswagen, c'est pas un prix Nobel de fiabilité par les temps courts, mais la Jetta s'en tire bien côté fiabilité. Espace arrière pour les passagers, si vous en avez. De l'espace dans le coffre. Il y a plus d'espace là-dedans. Marc, tu disais l'espace dans le coffre. Il y a plus d'espace que dans un Taos. Tu mets plus de bagages dans ce véhicule-là que dans un Taos. Alors, c'est une voiture complète. Beaucoup de différences entre la haut de gamme et le modèle d'entrée de gamme au niveau du comportement, de l'équipement et de la finition. C'est ça, en fait, qui est le gros souci de la Jetta. C'est qu'il faut que vous soyez prêt à mettre les sous pour aller chercher les versions les plus haut de gamme. C'est ça. Parce que la version d'entrée de une gamme voiture différente. manque d'équipement, n'a pas le même comportement, des petits pneus. C'est pas pareil. Et, petit mot, système d'infodivertissement. Moi, je trouve qu'on aurait eu avantage à le moderniser un peu plus, mais ça, c'est parce que Mais il fait le travail, puis moi, j'ai pas eu de problème à l'opérer, donc déjà là, c'est un bon signe, ça va bien. Marc, BMW i5, on a essayé la i4, on l'a aimé. Ouais. Qu'est-ce que la i5 apporte de plus? En fait, pas grand-chose, sinon peut-être un peu plus de poids, je te dirais. Évidemment, j'ai pas la version de performance. Il y a une version là, M60 qui est plus puissante. Moi, je suis arrivé avec la X-Drive 40, un véhicule qui est d'une douceur incroyable dans la conduite. J'ai fait 200 km à son volant ce matin et c'est un véhicule qui se laisse conduire tout seul. Des systèmes, tu sais, on a honnêtement là, moins dynamique que la i4.
parce qu'elle est faite plus longue, plus grosse, 4 portes et vraiment... Bon, au-delà de ça, on est à peu près dans le même genre d'équipement. La version que moi j'ai est un peu particulière parce qu'il y a des affaires dorées, des appliqués dorés un peu partout que je peux pas dire que j'adore. Ouais. Même à l'intérieur, on a mis des espèces de veinures dorées sur le tableau de bord. C'est un peu kitsch, je dirais, mais pour un char qui vaut quand même 98 500 $ dans la version que moi j'ai... Il copie rien, il me semble. Ah non, c'est pire. On est plus dans les Américains, là. Ah oui? Oh, oui, c'est vraiment quelque chose. Et par contre, il y a des éléments intéressants au niveau de l'accélération. On parle quand même d'une voiture là, qui a techniquement une autonomie de 428 km. Bon, moi, j'ai fait un peu moins parce que j'étais seulement à 80 389 chevaux, 435 livres-pieds de couple, ça déménage en masse. La technologie à bord, écoutez... Pensez à quelque chose, c'est dedans ou à peu près. Même si c'est un peu trop. Système là, de détection d'attention, là. Je voulais le battre ce matin. Je suis au volant, je prends une gorgée de café et le verre de café est devant la caméra. Alors, mon système bip en me disant, mais écoute, tu regardes pas la route. C'est effrayant, ça intervient tout le temps. Mais dans l'ensemble, c'est un véhicule dont la conduite est incroyable. Système semi-autonome aussi, donc j'ai fait un grand bout sur autoroute, les deux mains. Faut que tu touches de temps en temps au volant pour le rassurer. Tu clignotes, il va changer de voie tout seul. C'est super efficace, ça va très bien. Un peu trop lourd à mon goût, un peu trop aseptisé à mon goût. C'est ça que j'aimais de la i4. On avait conservé la personnalité de BMW. On l'a, semble-t-il, conservé avec la M60. C'est un peu moins vrai avec la xDrive 40, qui est peut-être un peu plus embourgeoisée. Mais quelle voiture! Honnêtement, je me serais rendu jusqu'à Gaspé aller-retour, ça m'aurait pas dérangé. Là. C'est étonnant qu'on soit rendu. Nouvelle voiture, presque 100 000 $ et on est à 400 km à peine, ouais. À peine 400 km, alors qu'on devrait être au moins à 500 km là, rendu en 2025. Ouais. On a de la misère à avancer. On nous propose de belles voitures, de bonnes voitures, mais on a de la misère à avancer au niveau autonomie. Il faut faire attention. Tu vois, moi, je l'ai chargé. Bien, elle était chargée jusqu'à 80 ce matin quand je l'ai pris et on m'affichait 300 km d'autonomie. Ah oui. Fait que si je fais juste un petit calcul rapide, c'est 350 maximum l'autonomie qu'on nous promet. Donc, c'est loin en deçà de ce qui était proposé. Merci, messieurs. Ça fait plaisir. Alors, voilà, on s'arrête à Virage et au retour, on parle du Salon du camion lourd. Restez là. CarExpert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. CarExpert à la fine pointe de la carrosserie. Nous sommes de retour à Virage et je suis maintenant accompagné de Mme Marie-Claude Paré, qui est vice-présidente, directrice générale de Paré, Centre du camion. Bienvenue à Virage. Merci. Alors, Marie-Claude, aujourd'hui, on va parler du Salon du camion lourd parce que moi, je suis un peu moins familier avec ce domaine. C'est la 3e édition. Oui, tout à fait. La 3e édition qui va avoir lieu les 15 et 16 novembre prochains au Centre de foire de Québec. Une présentation de Avantage Plus et de la SOGU. OK. Ce salon-là, c'est une invitation des concessionnaires membres de la Corporation Mobilis. Oui, nous sommes 6 concessionnaires membres de la Corporation Mobilis, dont nous, Paré Centre du camion, Transdiff Peterbilt, Max Sainte-Foy, le Réseau Dynamique, je ne veux pas l'oublier, Kenworth Masca, ainsi que, voyons, il m'en manque un, Globocam. OK. Donc, on a tout le monde qui se sont réunis pour offrir ce salon. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur place, Marie-Claude? Bien, on va voir les 6 concessionnaires qui vont représenter que ce soit des modèles nouveaux ou des modèles qui sont là depuis quelques années. On devrait voir quelques camions électriques parce qu'on sait que le camion électrique est rendu plus populaire dans le marché. Et aussi tout ce qui a en lien... avec le domaine, c'est-à-dire des trailers, des remorques. On va avoir une portion emploi, on va avoir vraiment tout ce qui est en lien avec notre domaine. Justement, parlons un peu d'électrification. Est-ce que ça va vite dans le camion lourd? Il me semble que, évidemment, un camion doit transporter de lourdes charges, donc ça doit être un petit peu plus lent au niveau de l'électrification, mais tu me dis qu'il y en a déjà qui sont sur place? Oui, puis c'est pas vraiment plus lent, c'est juste que c'est pas tout le monde qui peut l'utiliser. Vu qu'on fait de moins longues distances, on ne pourra pas avoir un camion électrique, exemple, pour faire des longues distances. Ça va être plus du local, mais oui, on en voit de plus en plus.
Est-ce que les autonomies, parce que vous avez besoin de beaucoup d'autonomie dans le camion, donc c'est des camions qui font de plus courtes distances, qui restent plutôt en ville? Oui, exactement. On n'en verra pas qui vont faire du Montréal, du moins pas pour l'instant. Mais tout le local, la région de Québec, et même on peut aller de l'autre côté des ponts, puis ça va fonctionner quand même. Au niveau des fabricants, est-ce qu'on pense à l'environnement du genre de camion lourd? Parce que si je prends par exemple votre marque là, Volvo, pour l'économie, justement, on veut sauver au niveau du carburant, on veut sauver au niveau de l'environnement. Et quelle nouvelle technologie va prendre place? J'entends même parler d'hydrogène. Là. Oui, bien, l'hydrogène, on en entend un petit peu moins parler. On en a entendu parler, ça revient tranquillement. Mais c'est beaucoup l'économie de carburant. Ouais. Ça, on parle pour nous, c'est vraiment notre ligne directrice depuis déjà plusieurs années. Puis avec l'électrification qui est entrée en ligne de compte, bien, c'est sûr que ça a un gros impact aussi sur l'environnement. Toujours besoin de personnel dans votre domaine au niveau de l'emploi. Quel genre de travail est disponible? Bien, c'est surtout ce qui est plus technique, comme les techniciens, les mécaniciens, les commis de pièces, ce qui est plus technique au camion, mais on peut aussi venir dans un concessionnaire en comptabilité, à la réception. Il y a quand même tous les mêmes métiers qu'ailleurs. Les gens vont pouvoir trouver sur place, justement, des emplois et faire les premiers contacts avec vous autres, là, les différents concessionnaires qui vont être sur place. Oui, chaque concessionnaire va pouvoir répondre aux questions. La Corporation Mobilis va être là. Les compagnies de transport vont être là, vont avoir des kiosques pour le recrutement aussi. Donc, tout ce qui a trait au domaine va être là pour le recrutement. Une des grosses dépenses dans l'industrie du camion, c'est la pneumatique, c'est les pneus et ces choses-là. Est-ce qu'on retrouve de quoi dans ce sens-là pour aider les gens? Bien oui, c'est sûr qu'il va en avoir. Des compagnies dans le pneu, ils vont être présentes. Vraiment, comme je disais un peu plus tôt, tout ce qui est en lien avec le camion, que ce soit l'habillement du camion. On voit qu'il y a certains camions qui ont du chrome puis tout ça. Les compagnies qui font du chrome vont être là. Tu sais, tout ce qui a en lien avec notre domaine. Les accessoires, évidemment, là, ça, c'est bien populaire dans le camion. Exactement. Puis cette année, il va y avoir une nouveauté parce qu'il y a le Show and Shine. C'est-à-dire qu'il y a eu un concours avant le salon. Puis les compagnies de transport ou les clients, les camionneurs pouvaient s'inscrire pour participer. Puis il y a 3 camions qui ont été choisis. Puis durant le week-end, il va y avoir un vote pour voir qui sera le gagnant. Wow, plein de choses à découvrir. Oui. Tu nous rappelles les dates et l'endroit, Marie-Claude? C'est le 15 et 16 novembre au Centre de foire de Québec. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors voilà, Mme Marie-Claude Paré qui vient nous parler de cette 3e édition du Salon du camion lourd. On fait une pause et au retour de la pause, on poursuit nos chroniques avec Desharnais Pneus Mécaniques et aussi essai préliminaire de la toute nouvelle Porsche 911 2025. À ne pas manquer au retour de la pause. Ce segment d'émission vous est présenté par Napa Auto Pro et Desharnais Pneus et Mécaniques. Desharnais, 75 ans et plus jeune que jamais. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécaniques et je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut, Danny. Salut, Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Alors, Danny, cette semaine, on va parler d'un phénomène. La voiture électrique et l'entretien d'une voiture électrique. Bon, les gens qui vendent la voiture électrique disent achetez-vous une voiture électrique, vous partez avec ça, vous n'avez rien à faire sur votre voiture électrique. Là, on va parler un peu d'entretien. Qu'est-ce qu'il y a à faire sur la voiture électrique? Est-ce que c'est vraiment moins cher d'entretenir une voiture électrique? Effectivement, c'est moins cher, Daniel. Soyons bons joueurs. Puis effectivement, entretenir un véhicule électrique, on peut parler de 20 à 30 de moins cher annuellement. Par contre, est-ce qu'un véhicule électrique requiert aucun entretien? La réponse, c'est non. On est clair là-dessus. C'est un véhicule, on a déjà parlé par le passé, c'est un véhicule qui est souvent plus lourd, c'est un véhicule qui a beaucoup de puissance. Donc, c'est un véhicule qui va être un peu plus dur sur les composantes, que ce soit les composantes mécaniques, que ce soit quand on parle de freins, ces choses-là. Donc, oui, il y a de l'entretien à faire, puis c'est important. OK. Donner un exemple pour les freins. Souvent, quand on prend le temps de lire un peu ce qui se passe dans l'industrie du véhicule électrique, ils disent les freins, ça peut durer jusqu'à 100, 120 000 km. La réponse, est-ce que c'est vrai? On n'en a pas vu encore chez Desharnais. C'est rare. Sauf qu'une chose est sûre, c'est que si on prend le temps d'entretenir nos freins. Entretenir nos freins, ça ne veut pas juste dire de venir chez Desharnais, voir si les freins sont corrects. C'est de vraiment faire un entretien, retirer l'étrier, faire un nettoyage complet, sabler les pièces qui ont besoin d'être sablées, changer le liquide à frein si c'est nécessaire qu'il soit changé.
oui, on peut faire très longtemps avec les freins des voitures électriques parce qu'ils sont à peu près jamais sollicités. De là, la problématique. Si on ne sollicite pas les freins, jamais, bien, la rouille, faut pas oublier qu'on est au Québec. Ici, là, on a des intempéries qui viennent avec. C'est ça, puis c'est facile. Ça vient rouiller, puis les étriers travaillent beaucoup moins bien. Puis là, on va mal user ou user différemment nos freins. Ça fait qu'on va les remplacer plus vite. Puis c'est ce que vous voyez ici dans l'atelier. Bien, c'est ce qu'on voit. Puis souvent, les gens vont arriver et vont nous dire « Ah, je serais dû pour faire un entretien de frein. » Malheureusement, une fois sur deux, on arrive, on démonte les étriers. Il n'est plus possible de faire d'entretien parce qu'on a trop attendu. Une fois que la rouille a commencé à attaquer le disque ou les plaquettes ont commencé à user inégalement parce que l'étrier, la mâchoire qui sert de freinage, ne travaille plus. Bien, si on a une plaquette qui est la moitié l'épaisseur de l'autre, il n'y a plus d'entretien. Là, on parle d'un remplacement. Si on reste dans l'entretien d'une voiture électrique, Danny, parce que, bon, les freins, je pense que c'est la composante majeure, mais il y a d'autres choses. Là. Il y a d'autres liquides aussi qui viennent dans la voiture électrique. Et on est au Québec, hein? C'est un trou, une bosse. Alors, les suspensions également, direction, c'est comme n'importe quelle autre voiture, puis c'est très sollicité aussi. Et avec le poids, le surpoids du véhicule, c'est encore plus sollicité. Effectivement, mais il faut être encore une fois transparent. Souvent, les pièces de direction vont être un peu plus robustes que certaines pièces de direction de l'auto conventionnelle. Par contre, de faire vérifier votre alignement, de faire vérifier votre conduite une fois par année, je pense que c'est pas exagéré parce que, encore une fois, les pièces sont plus robustes, mais sont aussi plus dispendieuses. Fait que si on est capable de faire des ajustements pour s'assurer que le véhicule, la géométrie est bonne, on s'entend un véhicule électrique, véhicule un peu plus lourd, géométrie pas parfaite, les pneus, directement un impact. Là, on va user les pneus plus croches, les pneus coûtent cher, on le sait, là, je pense que les prix ne cessent d'augmenter. Il faut faire attention à ça. Alignement, les freins et les liquides. On a des liquides qui servent de liquide de refroidissement. C'est important de les vérifier. Absolument. Danny, c'est-tu plus facile pour un propriétaire de voiture électrique de devenir négligent? Puis de dire, bof... Négligent, oui, c'est peut-être pas le bon terme, mais je vais vous donner un exemple bien vouloir concret. sauver des sous, mettons, puis on sauve là, sur notre voiture électrique, puis on fait changer les pneus de titre. Exactement, mais les gens sont mal informés généralement. Ouais, puis de faire affaire avec un spécialiste comme Desharnais, on va être en mesure, on les a, les cédules d'inspection pour les véhicules électriques, on est capable d'expliquer puis d'informer la clientèle, de dire c'est ça votre prochaine étape. Puis quand tu parles de négligence, je vais te donner un exemple très concret. Les gens ils disent hey, c'est le fun, avec le principe de régénération, j'ai même pas besoin de toucher jamais à mes freins. Là, on dit oh, non. C'est important que vous ayez une journée freinage dans la semaine. Là, ils trouvent ça drôle. On a un peu utilisé ce running gag-là de dire une journée freinage. Là. Enlevez ça, la régénération, au moins une journée par semaine pour que les freins travaillent. Mais je pense que c'est plus de la mal-information à l'occasion. Les gens sont peut-être mal informés. Moi, je vais le dire, Danny, toi, t'es poli, là, mais à la vente du véhicule, on dit souvent il n'y a rien à faire sur le véhicule. C'est plus facile à vendre un véhicule qu'il n'y a pas d'entretien par après. Bien, venez nous voir. Peut-être la mal-information part de là. On va vous l'expliquer. Fait que ça va nous faire plaisir. Autre point important, on est au Québec, on a de la neige, on a des intempéries. Il y a beaucoup de plaques de protection sur ces véhicules-là. Protéger les batteries, plusieurs composantes qu'on veut protéger puis garder à l'abri des intempéries. Se stationner d'un banc de neige, c'est pas une bonne idée. Ces plaques-là, une fois qu'ils ont commencé soit à se briser ou ces choses-là, nous autres, on les inspecte. À toutes les fois que les véhicules rentrent ici, pour que ce soit pour un changement de pneus, que ce soit une vérification d'alignement, on prend la peine de regarder toutes ces plaques-là qui sont de protection, justement pour s'assurer qu'ils font leur travail. Justement. Il y a les véhicules électriques 100 tu l'as dit, tout est important. Il y a des hybrides branchables également, qui là, on vient mixer une voiture régulière avec une voiture électrique. Effectivement. Encore une fois, un peu plus cher. Ça se situe exactement entre l'auto conventionnel et l'auto électrique. Une petite affaire plus chère au niveau de la maintenance, mais la prévention, de prévenir, de venir faire inspecter son véhicule, de faire les entretiens recommandés, fait en sorte qu'on va sauver beaucoup de coûts à la fin de l'année. Au lieu de remplacer des freins, comme on expliquait, on fait un entretien de freins. C'est à peu près 25 à 30 du montant total de la facture. Donc, soyez vigilants, puis avec un spécialiste comme Desharnais, ça va nous faire plaisir de vous l'expliquer. Danny, évidemment, sur les voitures électriques, voitures hybrides, il y a une batterie.
Oui. Ça aussi, ça vient jouer, puis il faut la faire vérifier. La batterie, puis souvent une deuxième batterie secondaire. Ben oui, c'est important de vérifier cette charge-là pour ne pas avoir de problématiques. Les intempéries de l'hiver qui arrivent très, très bientôt à nos portes, bien, ça l'affecte aussi ces véhicules-là. Donc oui, on est tous en mesure de faire ça chez Desharnais, de prendre le temps de vérifier vos systèmes de charge pour s'assurer que vous êtes en bon état puis prêt pour l'hiver. Louis Bellil, merci beaucoup. Merci. Porsche nous a invités ici à Toronto afin de faire l'essai de leur tout nouveau modèle. J'ai avec moi la 911 2025, modèle retravaillé pour l'année modèle 2025. C'est presque une nouvelle génération, tellement on a travaillé en profondeur cette 911 afin de la raffiner encore. Pour moi, c'est une référence dans l'industrie automobile. Alors, à chaque fois qu'on touche à la 911, on devient un petit peu nerveux, mais écoutez, je ne sais pas comment Porsche peut faire, mais on modernise le véhicule sans perdre l'essence même de la 911. Et encore une fois, cette année, bien, qu'est-ce qu'on a fait sur le véhicule? On a travaillé en profondeur, donc on est allé dans le châssis pour qu'il soit beaucoup plus solide, beaucoup plus rigide. Encore une fois, on a travaillé aussi les suspensions, les systèmes également qui traitent à tenir le véhicule sur la route. Donc, tous les systèmes d'assistance à la conduite ont été améliorés également. Si on voit ici, j'ai la version, évidemment, cabriolet avec un toit isolé à la perfection. On dirait qu'on a un véhicule coupé. Côté esthétique, bien, si on regarde en avant, l'art de modifier un véhicule sans vraiment le modifier, le pare-choc est changé au complet. On retient le nez plongeant. Le capot du coffre, qui est encore une fois très carré, on garde l'essence même de la 911. Les lumières emblématiques HD Matrix qu'on peut avoir, très reconnaissable maintenant. C'est une signature du côté de chez Porsche. De belles roues, des freins surdimensionnés également. On peut avoir direction arrière, donc roue directionnelle pour une meilleure manœuvrabilité. Dessiner la portion arrière, c'est pas évident avec un moteur arrière. On le fait de façon à merveille avec la 911. Assemblage, couleur qu'on a ici est spectaculaire. Bref, tout un travail pour justement retravailler un peu l'esthétique. À l'intérieur, même chose. Maintenant, le modèle de base arrive avec un écran digital complet. Système d'infodivertissement amélioré, Apple CarPlay encore mieux intégré, console centrale, petit levier de vitesse. On perd la boîte manuelle, mais on gagne une PDK qui est absolument extraordinaire. 8 vitesses qu'on peut passer les rapports vraiment très rapidement. Ça nous donne une vraie petite voiture de course sans compter qu'il faut absolument... On a un bouton pour dégager le système, faire respirer le système d'échappement. Puis là, on a un son absolument extraordinaire qui provient d'un 6 cylindres 3 litres biturbo qui développe 389 chevaux. On peut faire le 0-100 en 3,9 à 4,1 secondes selon votre qualité de pilotage. Donc, c'est quand même très rapide pour ce véhicule-là. 294 km/h, vitesse maximale. À ne pas essayer à la maison, évidemment. Donc, raffiné encore une fois, ça a un prix. Bon, évidemment, le modèle ici est à 186 000 et quelques dollars avec les options. On peut avoir un 911 qui part au tout près de 150 000. Et vous savez, il y a 20 déclinaisons possibles avec la 911. Alors, il y en a pour tous les prix, tous les goûts. Mais ce qu'il faut retenir, une version 2025, c'est la première fois qu'on y touche, mais on peut parler de raffinement. Le plaisir de conduire qui est encore là, même amélioré, l'insonorisation. On peut l'utiliser à tous les jours. C'est d'une douceur incroyable. Son 3 litres ici fait tout un travail en performance, en puissance. On a même de l'économie. Alors, tout est là. Une voiture presque parfaite, j'ai le goût de dire, mais on va vous en reparler parce que très tôt, au début 2025, la grosse nouveauté de la 911, c'est qu'il va y avoir une version électrifiée. Et ça risque de faire jaser, mais ça, on vous en reparlera. Nous sommes de retour. C'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Alors, Marc, tu commences avec le SEMA Show. Le SEMA Show qui se déroule à Las Vegas, on le sait, c'est un salon spécialisé où on présente beaucoup de pièces puis des trucs comme ça. Mais c'est aussi un salon où les manufacturiers en profitent pour nous présenter des nouveautés concept. Je te le dis,
retiens pas ton souffle, tu verras jamais ça sur la route. Non, souvent, Mais- c'est tiré par les cheveux un peu. Là. Pas mal. Mais il y a quand même des affaires le fun. Entre autres, Kia qui arrive avec le EV9 Adventure. Bon, en fait, c'est EDVNTR. Là, ils ont enlevé les voyelles. Ça faisait plus cool. Mais c'est quand même basé sur le EV9. C'est un véhicule qui est fait pour aller se promener un peu partout et qui est vraiment bien fait. Petit fourgon mais électrique et tout, mais rien de spécial. Le plus impressionnant, c'est le PV5 Weekender, qui, lui, est un espèce de bloc carré, qui est un espèce de Safari condo, mais version électrique, dans lequel, écoute, c'est complètement fou. Il y a 2 places à l'avant, tu peux relever le volant pour avoir plus d'espace à l'intérieur. On a une espèce de salon à l'arrière. Tout est prévu, un peu comme un Westphalia. Il y a même un rangement pour ta planche de surf. Tout est là. Et on a une cuisine complète avec un poêle à induction rétractable qui te permet donc de faire la cuisine. Les gens de plein air vont aimer ça parce que là, présentement, on se dit, hey, avec les véhicules électriques qui sont de la façon qu'ils sont construits, on peut pas les transformer en véhicules récréatifs. Non. Donc, que l'industrie commence à dire, ben oui, on prépare des choses, probablement l'aménagement des batteries, on va laisser de la place pour des réservoirs, bref... C'est quand même encourageant, mais ça sera pas ça, là. Et on n'a aucune idée de ce qu'il y a comme batterie puis comme moteur, là. Non, ils n'ont rien donné, là. Fait que, mais au moins, c'est encourageant pour les gens de plein air. Effectivement. Et les gens de plein air qui aiment aussi faire des tailgates, hein, on le sait, ben vont aimer Nissan qui est arrivé avec le Tailgater, qui est en fait tout simplement un Frontier Pro 4X 2025 qu'on a complètement équipé avec des accessoires en route Nismo, bien entendu, et tout ce que tu veux, des jantes de 17 pouces, tout ce que tu veux. Et pour être sûr que tu t'ennuieras pas, on a mis 2 télés de 43 pouces résistantes à l'eau à l'extérieur. Donc, tu vas pouvoir faire ton show à l'extérieur si jamais ça te tente. Parfait pour le rouge et or. Parfait pour le rouge et or, exactement. Nissan, toujours avec un autre Frontier, en a fait une version sportive, on oserait dire, 400 chevaux. Donc, vraiment quelque chose d'assez unique. Ils ont mis des éléments en fibre de carbone, beaucoup de changements esthétiques. Encore une fois, attends pas ça. Moteur turbo sous le capot, c'est un V6 3.8. Vraiment quelque chose d'assez performant. Des disques de 15 pouces, donc on veut vraiment que ça freine. C'est vraiment quelque chose, là. Ça s'appelle le tarmac, c'est pas pour rien. On aurait sorti le moteur de la GTR. Oui, exactement. Pour l'occasion. Mais Nissan a aussi joué la carte un peu plus safe, si tu me permets. Avec le nouveau Kicks, on a présenté donc une version Kicks Beach Patrol. Tu t'en doutes, là, avec les petits surf par-dessus, puis tout ce qui vient avec. Et le Urban Shadow. Donc... C'est quoi l'obsession de vouloir faire des versions en route de tous nos véhicules? Je comprends pas. Écoute, c'est quelque chose qui va pour... Tu sais, c'est beaucoup en Californie, hein? On mise beaucoup sur les surfeurs, puis c'est ça qu'on veut. On est à Las Vegas, c'est ça oui, qu'on mais veut. pas un Kicks. Pas un EV9. Pourquoi on veut en faire de chaque modèle une version? Je comprends que c'est le nouveau, là, mais chacun de nos véhicules, on va en faire une version en route, plein air, aventure. Et on se donne l'impression qu'on va partir à l'aventure, mais tu sais, comme moi, 95 du monde, ils vont jamais. Fait que, mais tu sais, ils font tout ça. Toyota, au SEMA, nous présente un truc qui s'appelle le Land Cruiser Rocks. Une autre affaire qui est un camion pick-up. Au moins, le Land Cruiser, il est fait pour ça. Oui, mais là, on parle d'un camion pick-up qui a littéralement presque l'air ça a été fait, bon, écoute, c'est sûr que c'est demi-toit, vitré, parti. C'est sûr que c'est fait pour ça. Et tu as une autre version d'un 4Runner, ce coup-là, le 4Runner Surf, il met bien entendu, parce qu'on a voulu garder la place pour avoir quelque chose là, une planche de surf, puis tout ce que tu voudras. La vraie voiture qui, moi, m'a fait virer les yeux à l'envers, c'est Toyota qui l'amène. La GR Corolla Rally Legacy qu'on présente là. Écoute, c'est une voiture qui n'a rien à voir avec la 86 que l'on connaît actuellement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le moteur de la Corolla GR, 300 chevaux, on l'a mis dans cette voiture-là. Ce serait donc une bonne idée qu'il le fasse pour vrai. Oui. Évidemment. Ça fait depuis que la voiture existe qu'on le demande. Effectivement. Donc, 300 chevaux. On a changé, évidemment, le châssis parce que le moteur ne rentrait pas. On a un rouage intégral là-dessus, ce qui n'est pas le cas de la 86. Évidemment, modifier les suspensions avant. Il y a plein de changements qui ont été faits. Plus, tu l'auras remarqué, un léger changement esthétique avec quelques phares supplémentaires. Donc, on arrive vraiment avec une version rallye de ce véhicule-là. Écoute, encore une fois,
tu ne le verras pas sur la route, mais avoue qu'il est spectaculaire. Oui, ça, c'est Et une dernière qui n'est pas faite, il y a Mopar aussi qui a amené des affaires, il y a plein d'autres compagnies, mais à un moment donné, là... mais ma préférée, c'est probablement celle-ci qui a été faite par un fabricant extérieur qui n'a rien à voir, mais qui a présenté un Barracuda rose avec un moteur, tu sais, les fameux moteurs en boîte que tu achètes, là. C'est le moteur... le L-Crate Red Eye Supercharge. 807 chevaux, bien sûr avec une boîte manuelle 6 vitesses, des roues de 21 pouces, un châssis modifié. Écoute, tu as tout là-dessus pour en faire un monstre de puissance. C'est vraiment, vraiment incroyable. Ils ont vraiment fait un gros travail. Est-ce que vraiment ça va être commercialisé? Peut-être, si tu as les moyens, mais il va en avoir une et ça va dépendre de toi. En passant, il y a aussi le fameux pistol grip, là, tu sais, le shifter. Bon, il est fait en fibre de carbone. À lui tout seul, semble-t-il qu'il vaut 1 400 $. Fait que ça donne une idée du reste du prix. Dans les voitures un peu différentes, Suzuki, qu'on n'a plus chez nous, ils ont présenté le e-Vitara, donc une version électrique du Vitara. Pourquoi ça nous intéresse? Parce qu'en fait, il va être commercialisé en Europe comme Suzuki, mais partout dans le monde comme Toyota. Oh. Donc, on ne sait pas, est-ce qu'il pourrait faire une apparition en Amérique du Nord? Pour le moment, ce n'est pas dans les plans, mais ça pourrait fort bien faire partie de ce qui s'en vient. Donc, c'est une nouvelle quand même intéressante. Et enfin, une dernière petite nouvelle, le Kia Sportage 2026 qui a fait une apparition. Petit changement esthétique, peu de choses au niveau de la mécanique pour le moment, du moins ce qu'on en sait, mais changement esthétique, changement intérieur, bien entendu, comme tout ce que Kia nous a habitués récemment. Là. Ça faisait 2 ans, là, on a réaménagé, puis on s'approche, puis on voit qu'on s'approche du Sorento. Là, au niveau du design en avant, tout est à peu près proche de ce qu'on avait proposé, même l'intérieur, évidemment. Et une dernière petite nouvelle. Rapide. Pour ton information, sache que, semble-t-il, le Québec va atteindre son objectif de vente de voitures électriques ce trimestre-ci, à 34 % ou à peu près des ventes. Non. Et l'objectif du pourcentage de vente, Marc, mais sauf qu'on ne sait pas compter. Là. On sait pas rien que ça. C'est que là, c'est le fun parce que tout le monde se garage pour en avoir une pour les subventions. Ça. On verra en janvier ce que ça va donner, bien entendu. Mais au moins, l'objectif est... Tu ne peux pas regarder ça sur 2-3 mois parce que c'est les chasseurs de subventions là, qui sont là. Il y a des véhicules électriques en abondance, mais attendons de voir le pourcentage en 2025 sur l'année calendrier. Exactement. Donc, je suis d'accord avec toi, mais ça mérite quand même d'être souligné. Merci de le faire, Marc. C'est mon travail, Daniel. Merci. Alors voilà, on s'arrête à virage et on va revenir rester avec nous. Ce segment est une présentation du réseau des garages recommandés CAA Québec et de B-Lepage Autoservice. Visitez caaquebec.com pour trouver votre garage. Voici de retour 670-9078, poste 230 ou encore virage à telemac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous poser vos questions et commentaires. Messieurs, on en a quelques-unes, fait qu'on va commencer immédiatement avec M. Michel qui demande le chauffage dans les autos électriques, est-ce que ça va s'améliorer? C'est pas drôle l'hiver de justement réchauffer l'habitacle. Ça gruge aussi de l'autonomie de la batterie. Est-ce que ça va finalement s'améliorer? Bien, la réponse est oui. Et en même temps, si vous êtes quelqu'un d'organisé, c'est de moins en moins pire. D'abord, il y a de plus en plus de véhicules qui arrivent avec des pompes à chaleur. Donc, ça permet d'éliminer une partie de ça et chauffer plus facilement. D'autre part, parce que vous êtes branché à la maison, vous pouvez, avant de partir, réchauffer votre habitacle et atteindre un certain niveau sans affecter l'autonomie. Donc, vous pouvez déjà faire ça. Puis, éventuellement, bien sûr, on va trouver des systèmes qui vont permettre de faire ça, mais ça va aller avec les batteries. Au fur et à mesure que les batteries vont s'améliorer, on va trouver des systèmes qui vont permettre de faire ça. Mais pour le moment, je vous dirais que toutes les batteries lithium-ion sont affectées à différents niveaux par le chauffage. Selon qu'il y a une thermopompe ou pas, ça va affecter plus ou moins, mais toutes les batteries actuelles sont affectées par ça. Ça va prendre du temps avant d'avoir, justement... Ça va prendre plus le chauffage, siège chauffant, volant chauffant, siège chauffant arrière. Donc, on a beaucoup d'électronique à l'intérieur des véhicules, mais tout ça va s'améliorer parce que ça va être de moins en moins énergivore. Oui. Et ça va prendre une nouvelle génération de batteries qui va avoir plus d'autonomie. Donc, ça va être moins punitif. Mais il faut rappeler que les sièges chauffants, souvent, fonctionnent avec la batterie 12 volts. Ouais. Ça n'affecte pas l'autonomie à proprement parler du véhicule.
Alors, EV6 de base, j'aimerais le garder longtemps pour rentabiliser l'essence que je vais sauver. Donc, on dépense des sous pour s'acheter une voiture électrique, mais on veut vraiment rentabiliser, puis ça va prendre 7 ans. Est-ce que je peux garder mon EV6 7 ans? Ben oui. Il y a de la garantie, premièrement, attachée au bout d'une EV6, qui est une superbe voiture. Moi, personnellement, quand j'entends ça et que je vois ça, je me dis, on va avoir une voiture qui va être économique là, sur le plan de l'essence, mais par contre, on va avoir d'autres choses qui vont se rajouter comme dépenses et qui vont gruger davantage après le budget. Exemple, les pneus. On sait que les pneus, c'est eux autres qui sont vraiment onéreux sur l'entretien de ces voitures-là par rapport que le poids du véhicule mange les pneus très facilement. Moi, je me dis, il faut faire attention. Personnellement, je pense que là, avoir besoin de m'acheter une voiture électrique, d'avoir une voiture électrique, je pense que je la louerais. Parce qu'il y a trop de changements au niveau développement de voitures qui s'en viennent. Et dans un avenir assez rapproché, c'est une couple d'années. Alors, si j'ai une voiture comme ça, comme une EV6, est-ce que je pense garder ça pendant 6 ans ou pendant 8 ans? Je vais peut-être être dépassé beaucoup. Et je n'aurai pas l'économie que je voudrais avoir. L'autonomie, ça va être là, mais... D'un autre côté, si la voiture fait l'affaire, que tu gardes 7 ans, tu sais, je veux dire, moi, j'ai une sœur qui a conduit une Toyota Corolla de base pendant 11 ans. J'aurais jamais fait ça de ma vie, mais elle l'a fait, puis elle était très contente. Donc, si la voiture fait l'affaire, la voiture elle-même ne vous posera pas de problème pendant 7 ans. C'est sûr. La batterie est garantie pour 8 ans. On va peut-être vouloir avoir de nouvelles technologies. C'est ça. Ou la nouvelle voiture avec le nouveau design, avec les nouvelles technologies de sécurité, ou la nouvelle autonomie qui va arriver dans C'est ce que je dis, c'est années. que si l'auto fait l'affaire, oui, elle va toffer 7 ans. La question, c'est est-ce que vous allez toffer 7 ans au volant de cette voiture-là? Ça, c'est une autre question. Parlant d'économie, je veux changer mon F-150 hybride Power Boost pour un Tacoma hybride 2024. Est-ce que, je changerais pour sauver de l'essence? Non. Et là, les coûts pour changer les véhicules, dépréciation de votre F-150 et l'économie entre les deux, puis on ajoute des taxes au travers de ça, vous allez devoir garder votre Tacoma au moins une 20aine d'années pour rentabiliser le coût de la transaction. Oui. Et le Tacoma, selon moi, n'est pas vraiment plus économique. Il est un petit peu plus économique dans certaines situations. On annonce. Si vous tractez ou remorquez, vous avez des objets dans la boîte, ce ne sera pas plus économique. Non, effectivement. Puis on n'est pas dans un véhicule de même catégorie non plus, théoriquement. Il faut rappeler que le Tacoma est un véhicule de plus petite taille, qui est assez dispendieux. Hein? Tu l'as dit, Daniel, juste ce coût d'achat, le coût de remplacement va être important. Fait que je suis pas sûr que c'est effectivement... Oui, stratégiquement, au niveau de l'essence, vous allez économiser un petit peu. Par contre, ça va vous coûter tellement cher pour aller chercher l'économie. On oublie que dans une transaction comme ça, des véhicules de 60 000 minimum, là, si on prend les modèles de base, tu as des taxes à ajouter à ça. Ben oui, absolument. Fait que déjà, tu as un 3-4 000 de différence d'essence entre les deux à absorber juste avec ça, sans compter la dépréciation du F-150 hybride où là, vous allez perdre sur votre véhicule 5, 10 000, 15 000, je ne sais pas. C'est impossible de rentabiliser. Parce que la vraie question, c'est fort probablement, est-ce que j'ai besoin d'un camion? Bien, la bonne chose dans la transaction, c'est au moins, je vais rapetisser de camions. Puis ça, c'est déjà bon parce qu'on n'a pas toujours besoin d'une série 1500 ou 2500 maintenant avec les petites camionnettes qui ont de grandes capacités. Effectivement. Fait que ça, au moins, la réflexion est bonne dans ce sens-là. Oui. Mais le coût n'en vaut pas la peine. C'est pas pour sauver de l'essence. Non. Vous allez sauver de l'essence, mais ça va vous coûter cher sauver de l'essence. C'est ça. C'est pas logique. Hein? OK. Valérie, je veux savoir l'autonomie du nouveau Outlander. J'ai la première génération à 30 km. Est-ce que ça va être mieux? Déjà, celui qui est actuellement vendu est mieux. Il est à 61 km, mais on fait souvent plus. On ne connaît pas l'autonomie du prochain qui va arriver pour 2026. Mais il y a des rumeurs. Des rumeurs. On parle de 80 km et plus. Fait que oui, clairement, il va être mieux. Déjà, l'actuel est mieux. Donc, ça ne pourra pas être pire, évidemment. Et l'autre avantage, c'est que le nouveau qui va arriver en 2026 devrait utiliser un autre moteur à essence pour l'appuyer.
ce qui sera une bonne chose parce que celui qu'on a actuellement, il est assez gourmand, il faut bien le dire. ça. Donc, vous allez en plus économiser sur la fonction essence. C'est ça. Vote pour le moteur Nissan Oui. 3 cylindres. C'est ça. Ouais, peut-être. D'après moi, on n'est pas loin de la vérité. Ben, Ça va être un beau petit moteur utilisé. Puis quand il faut même. rappeler que le Rogue va arriver l'an prochain en version hybride branchable. Ça va être un clone presque Alors, pareil. on sait que ça va être des frères Ben oui. jumeaux, là. Ben oui. Gilles, je veux acheter une Acura NSX de 2020 à 6800 km. Donc, est-ce que je fais un bon achat? Ils sont très rares. Hein? Moi, je suis souvent sur les choses de recherche pour voir où il y en a et combien. Je peux vous dire que c'est très, très rare de trouver une belle voiture comme ça. Ils n'en ont plus. Ils n'en ont plus. On a eu l'impression qu'à une période de temps, il y avait de ces voitures-là à vendre et qui ne bougeaient pas. Et là, Audi a arrêté de les produire et de les Audi, Acura. commercialiser. Acura, oui. Et Audi, oui. Ouais. C'est vrai que la R8 aussi, faut Mais la NSX, c'est une maudite voiture. C'est une maudite voiture. Ben, c'est une belle voiture hybride. Je Hybride. pense qu'elle suscite moins les passions que d'autres véhicules dans cette catégorie-là. Puis, mais d'en trouver un. Donc, 2020, 6800 km, visiblement, il y en a une précise à acheter. Alors, allez-y. Est-ce que ça va prendre énormément de valeur? Je ne suis pas certain. Mais vous allez avoir une belle voiture. Non, parce que comme Jacques l'a dit, d'abord, elles sont rares, puis il n'y a pas tant d'engouement que ça pour ces véhicules-là, Non. mais c'était des voitures agréables et vraiment le fun à conduire. Là. Il y avait plein d'autres questions, messieurs. On va essayer d'y répondre davantage la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Hey, plaisir. Merci. Là. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit la semaine prochaine pour un autre Virage. Bonne semaine.